Salam alaikum Mazoul, bonsoir. On nous a toujours dit que l'ANP est la digne héritière de l'ALN. Nous, on veut bien. Mais on ne nous a pas dit si elle est l'héritière de cette armée qui a payé le lourd tribut de plusieurs centaines de milliers de morts tombés pour nous libérer, ou si elle est l'héritière de l'armée des frontières, celle qui est rentrée au pays après l'indépendance, celle qui a pris le pouvoir par la force et qui ne l'a plus lâché jusqu'à aujourd'hui. Celle qui tient le pays via des hommes de paille et d'autres plus ou moins forts, ces hommes que l'armée désigne pour être à la tête du pays, après nous avoir fait croire que c'est nous qui les avons élus. Oui, c'est cette armée dont on nous dit qu'elle est la digne héritière de l'ALN, qui dirige donc totalement, entièrement, intégralement le pays, même si elle permet de latitudes et d'autres, à certains plus qu'à d'autres, surtout lorsqu'ils sont eux-mêmes issus de l'armée des frontières, comme l'actuel président, par exemple, entre autres. Cet homme qui est le président de la République algérienne démocratique et populaire depuis bientôt 20 ans. Dans la réalité que n'ignore aucun Algérien, il n'a pas été élu, bien sûr, mais désigné par cette même armée. Dans la réalité que n'ignore aucun Algérien, et même si cela est un tabou, que personne ne transgresse, parce que c'est très dangereux, cette armée-là est une force de contrainte et de répression dont se servent quelques centaines de hauts gradés pour être les maîtres incontestés, et qui se voudraient incontestables, donc des maîtres incontestés de ce pays, pour désigner qui ils veulent à la tête de leurs fausses institutions, pour piller ses richesses, et jeter en prison quiconque menace leurs intérêts, et même qui peuvent, en toute impunité, se servir des mécanismes de ces amas institutions et de la force de la loi pour assassiner quiconque se met en travers de leur chemin. Le cas du jeune Hadjoté est là, qui ne date que de quelques mois, pour confirmer ce que je dis. Hadjoté, gendre du commandant Azdin, qui a été enlevé en pleine rue, assassiné et rendu dans un cercueil à sa famille avec interdiction d'ouvrir le cercueil. Et les Algériens savent qu'il n'y a pas que Hadjoté, Rabbi Yarhamou. Loin s'en faut. Et leur mainmise sur ce malheureux pays, la mainmise de ces barons militaires, est telle qu'ils ne connaissent plus de frein à leur mégalomanie, à leur mépris pour ce peuple qu'ils écrasent de leur morgue, jusqu'à le narguer, jusqu'à produire sur lui les pires extrémités, jusqu'à lui imposer un impotent intégral comme chef de l'État, alors qu'ils ont la possibilité de désigner n'importe qui d'autre qui puisse être un tant soit peu présentable. N'importe qui. Ce grand invalide ne s'est pas adressé à son peuple pendant 6 ans, 6 longues années. Et pour cause, puisqu'il ne sait lui-même même plus comment il s'appelle, mais peu leur chaud à ces faiseurs de rois, à ces faiseurs de présidents de la République. Ils n'en ont cure et ils poussent le bouchon jusqu'à faire nommer à la tête de leurs institutions, de leurs syndicats, de leurs gouvernements, de leurs ministères, de leurs partis politiques, les pires scélérats qui soient, qui ne craignent pas de venir nous marteler que c'est le président Bouteflika qui dirige le pays, qu'il est un lion, le lion de la savane, qui regarde à 360 degrés, et que quand il rugit, les lapins détalent et vont se cacher. Je ne fais que citer leurs propres paroles pour ceux qui ne connaissent pas bien notre pays. Et ils poussent le bouchon jusqu'à faire prendre l'un des leurs, celui qui a traité Bouteflika de lion de la savane, la main dans le sac avec une très forte somme d'argent en dinars et en euros,
dans sa résidence du Club des Pins, une somme colossale que le fils de ce satrape, le secrétaire général du FLN, avait encaissée des mains de ceux qui voulaient se faire élire en tant que député du peuple. Puis après l'avoir pris la main dans le sac, d'avoir livré son affaire à la presse, d'avoir fait arrêter l'indélicat, fiston, il classe l'affaire, libère ce vendeur de sièges et restitue même la somme saisie au secrétaire général du FLN comme si de rien n'était. Parce que les clans qui se tiraient dans les pattes à travers leurs périphériques respectifs avaient fait la paix entre-temps et avaient donc décidé de ne pas inquiéter outre mesure le malfrat. Pareil pour Chakib Khalil, pareil pour Ammar Ghoul, pareil pour Ammar Ben Younes, pareil pour Sidi Saïd, pareil pour Ould Qaddour, pareil pour Haddad, pareil pour Bouchouareb, pareil pour les enfants de presque tous les barons du régime. Haja li mestahaj. Parce qu'il y a des grands serviteurs de l'État au sein de cet État qui sont là pour que le pays ne s'effondre pas totalement, malgré leurs méfaits et leurs nuisances. Et pareil aussi pour les 5 généraux qui ont été inculpés des pires turpitudes qui soient, de corruption, d'enrichissement illicite, d'abus de fonction, et qui viennent d'être remis en liberté, bien sûr. Mais ce n'est pas pareil pour les journalistes, les artistes, les sportifs qui ont récemment été arrêtés et jetés en prison après avoir été livrés en spectacle, menottes aux poignets, sous la garde de gendarmes qui les traitaient comme s'ils étaient les pires criminels qui soient. Ce n'est pas pareil pour les syndicalistes, pour les manifestants, pour les militants du Sahara qui ont été traités comme des délinquants. Ce n'est pas pareil pour Mohamed Tamalt, Rabbi Rahmou, qui a été tué en prison. Ce n'est pas pareil pour Baba Njar qui continue de pourrir dans leur prison. Ni pour Kamel Din Fakhar, ni pour Saïd Chitour, ni pour Adlan Mellah, ni pour Abdou Sammar, ni pour Marwan Boudiab, ni pour Abdel Karim Zghilache, ni pour Ilyas Habibi, ni pour Merzoug Touati, ni pour Houari Boukhars, ni tous les autres empêcheurs de tourner en rond qui croupissent dans les geôles du régime. Ce n'est pas pareil pour la centaine de militants du FIS qui pourrissent dans des geôles infâmes alors qu'ils ont été condamnés par des juges en cagoule, en des circonstances très troubles et qui subissent la pire oppression qu'ils puissent s'imaginer. Certains parmi eux sont morts après de longues et pénibles années de maladie. Mais leur cas n'a pas été réexaminé, alors qu'on nous dit que les généraux qui viennent d'être élargis l'ont été parce que leur santé s'en est ressentie. Peut-être une chute de tension, une migraine, ou pire, un méchant rhume. Les pauvres choux. Nous en sommes là aujourd'hui. Tout un pays pris en otage, jusqu'à ses pathétiques institutions, jusqu'à sa révolution, jusqu'à ses chouhadas. Un pays dont on a fait un patchwork de chasse gardée, que se disputent les uns et les autres, où tout est usurpé. Les titres de président, de général, de capitaine d'industrie, de parlementaire, de ministre, de syndicaliste, de magistrat, d'imam, d'universitaire et même d'intellectuel, où les valeurs les plus sacrées ne sont plus que de vulgaires fonds de commerce, où la révolution qui a libéré ce pays est devenue un faire-valoir pour malfaiteurs qui ne cachent même plus leur forfait, qui n'ont même pas honte d'utiliser la mémoire de ces compatriotes qui nous ont donné leur vie. Regardez-les tels qu'ils sont, ces gens, et non comme ils veulent que vous les voyiez. Des loups qui se disent des bergers d'un troupeau dont ils se repaissent. Ne les laissez plus vous tromper sur leur véritable nature. Ils ne sont pas les défenseurs de la République, ni ses sauveurs, mais ces bourreaux et les vampires qui se gorgent
de son sang et de son avenir. Ceux qui les défendent, qui poussent l'impudeur jusqu'à nous crier qu'ils sont leurs chiatines et qui en sont fiers, ne sont que de vulgaires baltagis, indignes du nom de mercenaires. Et cette main étrangère qu'ils brandissent à chaque fois que nous tentons de faire la lumière sur leurs crimes, cette main étrangère est leur meilleur allié, puisque jamais, depuis l'indépendance, puissances étrangères n'ont eu de si belles opportunités, de telles facilitations, ni une telle braderie. Aujourd'hui. Jeune Afrique, Algérie, les 5 généraux inculpés pour corruption remis en liberté par Farid Alilat. TSA, l'incroyable charge de Tayeb Louh contre Ahmed Ouyahia par Merlouf Meni. L'humanité, Algérie, le système Bouteflika est usé jusqu'à la corde par Rosa Moussaoui. Généraux algériens, opération blanchiment. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Idir Ounoren, analyste politique. Merci Idir d'être avec nous. Merci M. Benchnouf pour l'invitation. Merci. Azine Zalani, juriste, analyste politique. Merci Azine Zalani d'être avec nous. Merci. Et depuis Montréal, au Canada, Adel Jabbar, citoyen algéro-canadien à la retraite. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, je vais commencer par vous, Adel Jabbar. Voilà donc qu'après avoir incriminé ces 5 généraux et un colonel, après les avoir inculpés pour enrichissement illicite, après les avoir incriminés et inculpés pour abus de fonction et d'autres trucs du genre, après avoir laissé suggérer par la presse qu'ils étaient impliqués dans l'affaire de la cocaïne, les 700 kilos de cocaïne et des tas de choses, hein, voilà qu'on les libère comme si de rien n'était. Adel Jabbar. De toute façon, ça rentre, pour moi, ça va dans l'ordre naturel des choses pour ce pouvoir. 3 éléments importants en termes de lecture. Je retiens que tout ce qui est information ou presse ou médias émanant de ce régime illégitime est à ne pas tenir en ligne de compte. 1. Ils ont annoncé à grands coups de pan que c'était des malfrats, etc. C'est des malfrats. 2. Ils ont annoncé, pas plus tard qu'avant-hier, à travers leur ministre de la Justice, que la justice était indépendante. On vient de nous donner la preuve que la justice est un machin entre les mains d'une oligarchie qui tient le pays en main depuis 1962. 3. J'imagine que ces gens-là ne sont pas plus malades que les gens qui sont incarcérés, comme le militant des droits de l'homme qui est incarcéré depuis pas mal de temps, j'ai oublié son nom, monsieur de Rolizane. Moi j'imagine que c'est un deal de canaille, encore une fois, qui a prévalu entre eux pour dire vous avez des dossiers, nous en avons d'autres. Or, le quatrième des gros mensonges, c'est qu'on nous annonce que c'est le président en personne qui aurait gracié ces individus après une dizaine de jours de prison. Pas gracié, pas gracié, pas gracié. Ils disent qu'ils sont libérés et placés sous résidence surveillée ou quelque chose comme ça, à peu près. Voilà, donc il fait fi de la justice, de la loi, du droit. Il a sa lecture, c'est la lecture de tout autocrate, de tout despote, de tout dictateur qui pense qu'il est permis de tout faire, à qui il est permis de tout faire. Bon, maintenant, pour revenir à l'événement lui-même, moi je ne suis pas surpris. Vous avez dans votre édito parlé de cette armée qui tient le pays d'une main de fer depuis 1962. Pour ce qui me concerne, j'ai toujours pensé que les 2 plus grosses arnaques que nous avions subies, c'est l'ANP, que nous avions qualifiée de digne héritière de la LN. C'est une armée d'invasion pour moi, qui est venue, qui n'a jamais tiré une balle, et qui est venue, elle nous a fait la guerre pour renouveler un bail de colonisation.
et le parti du FLN, qui n'a rien à voir avec le parti FLN originel, qui est composé de véritables révolutionnaires, pas de petits clowns que nous voyons ici, qui se réunissent dans le cadre d'un comité que je dirais ventral au lieu de central, pour décider en notre lieu et place et nous conduire dans les situations catastrophiques que nous sommes en train de vivre de nos jours. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Aziz Zalani, est-ce que le président de la République a le droit, sur un plan théorique, juridique, d'élargir comme ça des gens qui ont été mis en dépôt par le juge d'instruction du tribunal militaire de Blida? A priori, non, parce qu'en principe, le président de la République, selon la Constitution, a le droit de grâce. La grâce intervient après la condamnation et après la fin de tous les recours. Oui. Maintenant, l'intervention de l'exécutif, quel qu'il soit, le président de la République ou le Premier ministre ou autre, dans le cours de l'instruction, c'est quelque chose de totalement illégal et non prévu. Reste le cas spécifique, celui de la santé, celui de l'humanitaire, celui qui peut, où on peut, au cours de l'instruction, permettre à des personnes qui sont poursuivies, n'est-ce pas, présumées coupables. Hein? Présumées coupables. Oui, présumées coupables. Est-ce que ça existe, la présomption de culpabilité en droit? Non, c'est la présomption d'innocence qui existe. Voilà. Voilà. Donc on peut, dans certaines considérations... Il faisait de l'humour. Oui, non. Pour certaines considérations liées à la possibilité de ne pas pouvoir les juger. Oui, mais s'ils sont malades, s'ils sont réellement malades, c'est le juge d'instruction ou le parquet qui a la possibilité de les élargir à titre provisoire ou de les placer dans un hôpital, ou pas le président de la République. Ils auraient pu au moins dire que le président de la République a demandé au service de la justice militaire concernée d'agir, point de vue humanitaire, n'est-ce pas, pour pouvoir les élargir ou leur permettre donc de les élargir, monsieur Zafir? Oui, il peut. Oui, puisqu'ils sont sortis de prison. Voilà. Une fois sortis de prison. Ah d'accord, parfait. C'est pas qu'il les acquitte, il les élargit. Non, tout à fait, j'ai très bien compris. Oui, mais Aziz Zalani. Et on ne voit pas la chaîne. Nous connaissons des cas de gens qui sont morts de cancer en prison. Les gens du FIS qui ont été condamnés par des juges en cagoule, dans des conditions absolument effarantes, qui attendent une révision de procès avec des choses en main, sont morts de cancer. Ils n'ont pas été élargis. Tamalt, le journaliste Tamalt, était en grève de la faim, il était au bord de la mort. Les médecins étaient très inquiets, il n'a pas été élargi. Cette lecture, c'est une lecture politique, à mon avis, et donc elle est subjective. Alors pire, je vais vous dire quelque chose. Le général Hassan, qui dès l'heure, c'est un général aussi, il est très malade. Maître Bourayou, son avocat, a tiré la sonnette d'alarme. Il a dit qu'il est très malade. Il n'a pas été élargi. Oui, donc ça veut dire quoi, ça? Oui, ce que je veux dire, donc, c'est assez subjectif, mais je pense que ces généraux-là, pour une grande partie, sont là depuis au moins 20 ans ou plus. Ils sont comptés parmi ceux qui ont participé à ramener Bouteflika. Oui. Je dirais même plus, à chasser le président Zouane. Oui. Voilà, à chasser le président Zouane et à le remplacer par Bouteflika. Donc c'est des gens qui ont ramené ce régime. Au fur et à mesure, il se peut que les rapports de force ont commencé à évoluer négativement par rapport à eux, particulièrement du côté du général de corps d'armée, M. Gaïd Salah, qui ne faisait pas partie de leur équipe, faut-il le rappeler. Il ne faisait pas partie de l'équipe de l'Ammari et compagnie. Absolument. Et il devait être viré, lui aussi, ramené à la retraite. Absolument. Voilà. Entre-temps, repêché par le président Bouteflika, il est devenu un homme fidèle, parmi les fidèles au président de la République. Mais apparemment, seulement au président de la République, semble-t-il, puisqu'il le réaffirme. Maintenant, ce groupe de généraux-là, qu'on ne peut pas classer dans le clan du général Gaïd, Salah, ou Ahmed Gaïd, ont été peut-être libérés, je dirais, par Saïd, je me permets, parce que je ne vois pas d'autre autorité. Pourquoi des années pour équilibrer. Vous en doutez une seconde?
Vous pensez que Abdelaziz Bouteflika peut réellement libérer Voilà, donc, voilà, vous savez faut ne très pas- bien que c'est Saïd. Vous Voilà, savez. donc c'est Saïd. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas les choses? Saïd. Pourquoi on fait comme la presse algérienne qui Saïd passe son temps à dire renforce le son président a libéré, on sait que c'est Oui, pas mais lui. on sait très bien que ce n'est pas lui. Oui. Et c'est comme ça qu'on permet à Saïd Bouteflika d'agir en lieu et place du président de la République de manière totalement illégitime, inconstitutionnelle, et ce qui constitue une forfaiture grave au niveau du droit. Oui. Ce monsieur n'a pas du tout à exercer les fonctions qu'il est en train d'exercer de fait. Donc il se peut que Saïd Bouteflika et ceux qui sont avec lui ont pesé pour pouvoir sortir ces gens-là de prison déjà. Parce qu'entre-temps, il a dû avoir quelque chose... essayer de faire des équilibres. Je ne sais pas, mais on suppose... Il s'est passé quelque chose au moment de leur inculpation. On suppose que Saïd, contrairement au président Bouteflika, n'est pas tout à fait en bon terme avec le général de corps d'armée. Donc c'est une guerre entre eux, n'est-ce pas, de placement, de positionnement. Et si le général de corps d'armée, partie d'échec, s'est débarrassé d'une manière assez brutale de généraux, d'une manière peut-être... Mais tout le monde dit que Saïd et Gaïd Salah, d'ailleurs on les appelle le duo Gadou-Sadou. On dit qu'ils sont, j'allais dire un terme un peu déplacé comme gars et chemise. Je ne pense pas. Qui sont très liés. Personnellement, mon avis personnel, je ne suis pas personne en Algérie face en fait. Mais j'ai l'impression, moi, d'après mon analyse, que jamais le général Gaïd Salah n'irait dans le sens des intérêts ou de ceux qui protègent Saïd Bouteflika. Alors, et dirons-nous, avant d'arriver au cœur de cette histoire, mais je vais vous poser une question sur autre chose, mais qui est intimement liée à ça. Hein. Je vous écoute. On nous a montré récemment les images de M. Bouteflika. Des images désastreuses. Jamais on a vu Abdelaziz Bouteflika dans un tel état. Quasiment un mort-vivant, qui peinait à lever la tête, qui était vraiment dans un piteux état. Et on voyait même dans l'entrejambe la trace des couches qu'il porte. C'est terrible comme image. Alors, nous savons tous que Saïd a un total contrôle de l'image de Bouteflika. Il ne diffuse que les images de loin, pas jamais de gros plans, et qui montre Abdelaziz Bouteflika dans un état un tant soit peu potable. Or là, c'est comme si on voulait montrer aux Algériens que cet homme est un invalide intégral. On l'aurait voulu qu'on n'aurait pas fait mieux. Ça veut dire que ce sont des images qui ont été sélectionnées soigneusement pour montrer Abdelaziz Bouteflika sous ce jour. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis incapable de répondre à la place de la communication de la présidence de la République. C'est vrai que les images du président de la République lors de la commémoration du 1er novembre ont choqué plus d'un et elles sont même pathétiques, je veux dire, pour sa santé. Et il en va de la dignité des individus, je veux dire. Il est évident que le président est en incapacité physique, on le voit réellement, c'est factuel. Oui. Quant à savoir pour la communication, je sais, franchement, c'est une question qui ne m'est pas venue à l'esprit et je me dis peut-être que finalement, ils ont peut-être choisi les meilleures images. Pour répondre un peu à votre question. Ça veut dire si ces images qu'on a vues sont les meilleures images, probablement, parce que il ne peut pas y avoir pire. Dans un tel état, c'est pire que les images dites Valls. C'est pire que tout. C'est-à-dire, quand on voit un président qui a été ministre des Affaires étrangères très jeune, qui a eu une carrière, le voir dans cet état et solliciter encore un 5e mandat, ça pose problème. Ça pose problème. J'aimerais que la régie nous montre ces images pendant que nous parlons en fenêtre, les images de M. Bouteflika. Ça nous pose problème. Pour revenir à ce que disait M. Zahlani, maintenant, le président, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il a outrepassé ses droits constitutionnels en tant que président de la République? Quand on dit ordonner, il ordonne, on va dire, la mise... Pourquoi alors, quand les avocats des prévenus ont demandé la libération, leur libération, il n'y a pas eu de suite judiciaire. C'est la procédure. C'est la procédure. Mais pourquoi, quand pour lever la détention provisoire, ils ont demandé à ce qu'ils soient libérés sous contrôle judiciaire, on va dire. Pourquoi la réponse du tribunal militaire
de Blida n'a pas répondu à cette demande. Par contre, est-ce que cet élargissement, maintenant, il y a une lecture politique à faire. Cette lecture, c'est de se dire que ces arrestations ont peut-être mis l'état-major de l'armée dans une espèce de, on va dire, de crise à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas eu des pressions sur le chef d'état-major pour dire qu'il faut élargir, lever au moins la détention provisoire de ces généraux? Est-ce que ça ne dénote pas une crise interne au niveau du commandement militaire? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, on parle des 5 généraux. On oublie quelqu'un. Il y a un colonel parmi eux. On n'en parle pas. Ça, c'est déjà ça uniquement pour les droits de l'homme. Par contre, est-ce que ça veut dire aussi que si le président a décidé en tant que ministre de la Défense, je ne sais pas si dans ses prérogatives, M. Zalani a plus d'expertise, il est juriste, de dire ordonne, c'est très important quand la presse répond ordonne. Ça s'est passé, et même l'APS, je ne sais pas ce que l'APS a dit dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet élargissement ou cette mise, la levée de la détention provisoire concernant ces généraux, est-ce qu'au sein du commandement militaire, il y avait un malaise et qu'ils ont fait pression pour que ces généraux sortent? Vous avez très bien dit, le général Hassan est toujours en détention, le général Belhadid a été en détention. Comment vous pouvez expliquer une chose, que des journalistes qui se mettent à faire leur travail, et quand bien même il y aurait eu une attaque diffamatoire, elle ne se régule pas comme ils l'ont fait, en détention provisoire? Et puis, ça va dans les tribunaux, et ça suit les procédures, et je parle sous le contrôle de notre ami Zalani, là. Donc, moi, la question que j'aimerais vous poser, les chefs d'inculpation, quand ils disent, par exemple, enrichissement illicite, vous ne trouvez pas que c'est un pléonasme, d'abord, chez les généraux algériens? Pas tous, hein. Oui, évidemment. La plupart d'entre eux, qui sont riches en milliards, en centaines de milliards, qui ne le cachent pas, d'ailleurs. Ni en Algérie, où ils disposent de biens faramineux, ni à l'étranger, où ils disposent de propriétés, de sociétés. Ils ne s'en cachent même pas. Je n'ai pas besoin de dire leur nom, nous les connaissons, nous connaissons même leurs biens. Alors, pourquoi eux? Pourquoi enrichissement illicite? Alors qu'ils sont riches tous. Ils ont les clés de la combuse, ils se servent comme ils veulent. Oui, mais non, les chefs d'accusation, c'est enrichissement illicite et surtout utilisation des fonctions à des fins d'enrichissement aussi. Abus de fonction. Abus de fonction. Donc à ce niveau-là, je pense que la justice doit faire son travail, mais moi ce qui m'inquiète encore une fois, c'est est-ce que le président est dans son rôle d'un point de vue de droit, et moi j'ai souvent eu à le dire sur le plateau, les règles sociales dans une société, qu'elle soit communautaire, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale même, quand il y a différence, c'est la loi qui doit organiser les rapports sociaux quelque part avec ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, tout simplement. Et là, on voit qu'il y a peut-être un abus de pouvoir. Je veux dire, est-ce que le président, par ce geste-là, quel signe veut-il donner? Ou alors répond-il à un malaise au sein de l'état-major? C'est ces questions-là qui posent problème. Adel Jabbar, je sais que vous n'êtes pas dans le secret des dieux, ni nous non plus, d'ailleurs, personne ne sait. Et ce qui distingue ce régime, d'ailleurs, qui est très curieux, c'est que malgré la guerre des clans qui fait rage, malgré très probablement le fait qu'un clan ait éventé un coup d'État en préparation, ou quelque chose qui y ressemble, rien ne filtre. Ça veut dire que les clans ne balancent pas les uns sur les autres, même s'ils en arrivent presque à se liquider réciproquement, physiquement, j'allais dire. Mais d'après vous, Adel Jabbar, qu'est-ce qui a amené le Saïd Bouteflika et ses alliés à mettre ces généraux en prison, d'après vous? Franchement, on ne peut pas répondre à ce genre de questions parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux d'une part. On n'est pas les acteurs principaux de ce genre de situation. Ce qu'on pourra dire, c'est que ce genre de questionnement et ces interrogations sont valables dans des pays normaux, dans des pays où la loi prévaut, où le droit est dit, où la citoyenneté existe. Mais malheureusement, en Algérie, il n'y a rien de cela. Les lois sont faites par ceux qui les écrivent,
qu'il est promulgue, il est là qui s'assoit dessus. On vient de voir le troisième personnage de l'État, entre guillemets, se plaindre lui-même pour dire quant à ce niveau de la responsabilité, on se comporte comme le dernier des citoyens lambda. Le pauvre gars qui n'a absolument aucune ressource, aucun moyen pour se défendre vis-à-vis de ce pouvoir, ça veut tout dire. Quand on viole une constitution et on en fait ce qu'on veut, sans que personne ne conteste. Quand on vient, par déni de droit, interdire à des Algériens d'aller dans une ville algérienne et leur mobiliser une armada de policiers et d'organes de répression, il n'y a pas de loi. Dans toutes ces questions-là, il n'y a que ces gens-là, c'est hors la loi, qui peuvent nous dire ce qu'ils font. Pour ce qui me concerne, je considère qu'il y a eu deux grands moments. La dictature est la même depuis 1962. Il y a eu deux manières de gérer ce pays-là. Bouygues est venu, en homme très fort, il a castré tout le monde et il a dit « je vais construire un État qui résistera au départ des hommes ». Je ne sais pas comment on traduit ça en bon français. Bouteflika est venu, c'est un vieux de la vieille, c'est la dictature et son métier. Ce type a vécu depuis 1900, il a survécu de 62 à 20. Lui, quand il est venu, il avait une autre approche. La dictature est la même, donc la matrice du pouvoir et du régime, et l'âme du régime est là. En homme extrêmement malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé trois sortes de sous-pouvoirs. Un pouvoir de l'armée. Dans cette armée-là, il y a des clans qui sont en train de s'entretuer. Un pouvoir donné à des appareils politiques, bureaucratiques, qui ont la même base surtout. Un autre pouvoir à une oligarchie financière. Maintenant, parler du président encore, ce serait un leurre, une tromperie et un mensonge aux Algériens. On a vu l'état catastrophique dans lequel on nous a présenté Bouteflika, qui, pour moi, personnellement, est un otage d'une secte satanique. Bouteflika est hors course depuis 2006. Nous sommes dans un pouvoir informel. Le monsieur qui gère les affaires de l'État, c'est son frère, c'est de l'autorité publique. Quelqu'un qui détourne les armoiries du pouvoir ou de la République et qui profite des moyens et qui profite des cachets de la République. Et puis, on se dit, ça fait quand même 15 ans ou 16 ans que ça dure. On nous a imposé quelqu'un de complètement impotent en 2014. Et restez avec nous, Adel Jabbar, je reviens à vous. Aziz Zalani, monsieur Louh, Taïeb Louh, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ils aiment bien ces titres ronflants qu'ils ont copiés à la France. Ils n'ont copié que les titres, pas la substance. A déclaré très sérieusement deux choses. D'abord que la justice algérienne est indépendante. Vous êtes juriste, vous êtes un praticien du droit, vous savez, j'aimerais que vous me répondiez sur cette question. Et l'autre, je demanderai aussi à Edel Honoran de nous en parler, et qu'il s'est attaqué frontalement à M. Ouyahi. Frontalement. Il a même parlé de ses abus dans les années 90 contre les cadres qu'il a mis en prison par centaines, et il a dit que ça ne se reproduira plus jamais. Donc j'aimerais que vous me donniez votre lecture de ces deux sorties. La justice est-elle indépendante, d'abord? Moi, je la mettrais dans le cadre des conflits, des sous-conflits entre le FLN et le RND, qui perdurent depuis très longtemps. Les positions de M. Louh, d'autres dirigeants du FLN, parfois, surtout à l'approche d'échéances importantes. Et vous pensez qu'un Louh peut, tout seul, de son propre chef, décider d'attaquer le chef du gouvernement sans avoir reçu une consigne du vrai patron du régime? On prend un petit peu l'historique professionnel, j'allais dire, de M. Louh, qui était un personnage très important à un moment donné, dans les années 90, dans le cadre de sa structure, magistrature, et qui a été mise à mal et qui est revenu très très fort, justement, après le départ du président Zaloual, puisque lui, dans le cadre du syndicat de la magistrature, a eu l'autorisation, disons, a été poussé par qui de droit à s'exprimer très fortement contre
Adami, rappelez-vous, etc. et Oui, tout. oui, en effet. Donc il a joué un rôle important dans le fameux coup d'État de l'époque. Ce que je voulais simplement dire, ce qui me paraît en tant que citoyen très dangereux, c'est cette division entre des institutions importantes de l'État algérien, particulièrement celle de l'armée et des services de sécurité. Déjà en 1999, un coup a été donné dans l'équilibre qui était connu au sein des généraux de différentes régions et autres, etc., en éliminant une grande partie dès 1999, ce qui a déséquilibré l'armée nationale. Et puis, on a assisté en 2004... sur un plan régionaliste. C'est sur un plan régionaliste, clairement. Oui. Puis en 2004, il y a eu un autre coup avec l'affaire Ammari, Belflissi, etc., où on a vu le chef d'état-major, Ammari, qui était super puissant à l'époque, se faire vider, n'est-ce pas? C'est l'état-major donc, de l'armée qui s'affaiblit au profit de ce qu'on a appelé les services de sécurité. Et puis, le retour de général Gaïd Salah, petit à petit renforcé contre les services de sécurité de l'armée. Sachant qu'une armée sans service de sécurité, ça veut dire qu'elle n'a pas de Vous y voyez, vous, des déséquilibres et des équilibres régionalistes? Vous voyez un affrontement entre généraux de régions différentes? Il y a une forme d'équilibre, généralement. Il y a l'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre régional. C'est l'équilibre régional, c'est-à-dire à partir du On en est encore là, en 2018. Ce qui dénote l'Est, l'Ouest, la Kabylie, les Chaouia. Il faut les Kabyles, il faut les Chaouis, il faut les Constantinois, il faut les Oranais, il faut etc. Et les gens du Sud ont été. Alors je vous ferai remarquer simplement que la Ménocale a écrit entre. La Ménocale, c'est le chef des Touaregs. Le chef des Touaregs a écrit 2 tribunes sur l'Ouatan en disant nous voulons avoir notre communauté présente dans les services de sécurité, dans les ambassades, dans les postes de wali, dans les postes ministériels et au niveau des ambassades. Ce qui prouve la crise de la nation. On n'est plus dans le stade de la méritocratie où les gens puissent accéder dans une espèce d'ascenseur administratif ou politique ou grâce aux compétences. Je peux comprendre que dans des systèmes comme le nôtre, les réseaux sont importants pour essayer d'avoir tel poste et tel poste. Ça se passe aussi dans les pays dits démocratiques, dans des démocraties occidentales. Par contre, quand vous me dites, M. Louh, il en a adressé, notre ami Zalani en a adressé un petit donc portrait. Il faut dire aussi que depuis qu'il est ministre, en fait, tous les Marocains ministériels dont il s'est occupé, c'est un homme discret, il faut le reconnaître. C'est un homme discret. S'il attaque frontalement M. Ouyahia, et M. Zalani l'a suggéré dans sa petite introduction, c'est des inconséquences de conflits de pouvoir de seconde zone. Vous pensez qu'un Louh, avec sa réserve, comme vous dites, sa prudence, il pourrait prendre le risque d'attaquer Ouyahia alors qu'il n'en a pas reçu l'instruction? Mais M. Benchenouf, il faut se rendre à l'évidence. Le pouvoir présidentiel n'est pas incarné. Et tous ces micro-tensions qu'il y a au niveau de l'état-major, au niveau des ministères, au niveau des partis politiques, surtout dans l'alliance présidentielle. Moi, la question qui m'interpelle politiquement, et là, on devrait s'interroger, c'est que s'il y a malaise, et M. Zalani l'a très bien dit, et je le remercie, quand il a dit, même au sein de l'état-major, il y a peut-être des tensions. Elles se répercutent sur les appareils. Vous pensez que ça pourrait être des bisbilles qui échappent au contrôle. Pourquoi? Dans quel but, monsieur Benchenouf? Parce que c'est important. À la perspective de l'élection présidentielle. Comme j'ai eu à le dire lors de l'émission du 1er novembre, comme on dit, si le président arrivait à décéder, vous imaginez ce qui serait à l'intérieur du système comme Mais il est virtuellement décédé. Il n'est qu'un otage. Une hypothèse, si vous permettez, monsieur. Oui. Au sein du FLN, on sait qu'il y a des tensions, il y a aussi beaucoup d'ambition. Le dernier épisode auquel on a assisté quant à la manière dont a été éjecté Saïd Bouhadja, on a vu une alliance de facto entre Ouyahia et le secrétaire général du FLN. Oui. Et quelle est la contrepartie? Voilà, donc ils étaient apparemment alliés dans cette histoire-là. Ouais. Et peut-être que M. Louh, dans le cadre de ses ambitions, n'avait pas aimé ce renforcement, n'est-ce pas, ça c'est une suggestion. Donc, d'où sa sortie. Ce serait donc des petits donc je suis là, il faut compter avec moi, parce que finalement... Entre relais périphériques. Voilà. Nous allons écouter Taïb Louh, et je reviens à vous, Idir. Taïb Louh.
وكل الجزائريين والجزائريات وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وفي إطار برنامجه المتكامل في جميع الميادين، أن التعسفات التي وقعت في التسعينيات بالنسبة للإطارات الدولة آنذاك قد انتهت. قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقاً، ولا عودة إليها إطلاقاً إلا في إطار القانون. هناك غرامات يحكم بها القضاء، وهناك ضرائب يقرها القانون حسب الدخل وحسب الثروة، وأدرجت رسوم تتذكرونها كلكم، رسوم على البطاقة التعريف الوطني وعلى جواز السفر وغيرها وغيرها. إلى مجلس الوزراء من ألغاها؟ قامت رئيس الجمهورية. لابد في سياستنا وفي سياسة الدولة أن تكون القواعد تبنى على الإنصاف، وليس فقط المواطن البسيط هو الذي يدفع. Alors, le plus comique, je vais vous poser la question, je vais vous laisser vous exprimer. Le plus comique, c'est que tous utilisent Bouteflika, le pauvre malheureux qui ne sait rien, conformément au discours du président, conformément aux instructions du président. Alors, il attaque frontalement, brutalement, avec une violence inouïe, le Premier ministre. Il l'accuse d'avoir liquidé des centaines de cadres pendant les années 90, chose qui ne se reproduira plus, a-t-il dit. Il l'accuse d'avoir décrété des taxes sur la population qui n'ont été annulées que grâce au président de la République. Il met donc Ouiahia face à Bouteflika, Zama. La lecture, ça prouve déjà, c'est ce qu'on a souvent dit, que le pouvoir n'est plus incarné dans sa verticalité. Je suis désolé, je ne sais pas si M. Loh a rang de ministre d'État en tant que garde des Sceaux ou pas. Mais bon, c'est un détail. Ce qu'il faut savoir, enfin pour moi, la lecture que j'en fais, c'est le manque de solidarité de M. Loh vis-à-vis de son chef du gouvernement. Elle est manifeste. Et c'est, qui plus est, M. Benchenouf, ce n'est pas à vous que je vais le dire, il a parlé du passé de M. Ouiahia des années 90. Il a parlé du présent en disant c'est le président de la République qui a annulé les augmentations concernant les documents biométriques, ce qui scelle un peu le futur de M. Ouiahia. Et quand vous voyez la réponse officielle du RND par un communiqué aujourd'hui, qui était lénifiant et stérilisant. Encore, je dois revenir sur le fait que le pouvoir n'est plus incarné. Et il y a des micro-tensions dans tout ce qui est censé diriger l'État. On devrait revenir... la République doit être plus vertueuse. L'Assemblée nationale doit être plus vertueuse. Des institutions doivent être plus vertueuses. Que la Cour des comptes puisse travailler. Pourquoi vous dites que plus le vertueuse puisse travailler. Pourquoi vous ne dites pas tout simplement la République doit être vertueuse, la justice doit être vertueuse? Parce qu'elle n'est pas vertueuse du tout. Elle n'est pas vertueuse. Si elle l'était un peu, on aurait voulu qu'elle le soit plus. Non, tout mais à fait. Elle n'est pas du tout. À fait. Non, il faut qu'on revienne vers un cercle vertueux de toute l'architecture institutionnelle. Et moi, je l'assume complètement, on doit changer d'ordre juridique. On doit changer d'ordre juridique, M. Benchenouf. Ben justement, Azdine Zailani, vous n'avez pas répondu tout à l'heure à ma question. M. Loh a déclaré très sérieusement que la justice était indépendante, alors que M. Bouteflika, si tant est que c'est lui, et nous savons que ce n'est pas lui, son frère, vient de décider de s'ingérer dans un processus juridique de gens qui ont été inculpés par un juge d'instruction, incarcérés, mis en dépôt, et vient de les libérer. Et M. Loh nous dit que la justice est indépendante. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction quelque part? Oui, mais c'est pas parce qu'on le répète chaque fois que c'est vrai. Il n'y a qu'à voir les magistrats, les plus honnêtes d'entre eux, qui se plaignent de l'absence d'indépendance de la magistrature en Algérie. Vous avez entendu, vous, un magistrat, un jour, se plaindre de
Ils se plaignent. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Non, jamais. Publiquement, parce que la loi leur interdit. Ah, donc ne dites pas qu'il Comme elle interdit d'ailleurs aux Ne juges dites français. pas que des magistrats se plaignent de manque d'indépendance. Le juge en Algérie n'a pas le droit de s'exprimer parce qu'il a une obligation de réserve. Mais est-ce qu'il a des moyens légaux de s'exprimer? Oui, il y a le conseil de magistrature. Et pourquoi il n'y recourt pas? Il est présidé par le président de la République. Il y a un certain nombre d'équilibres. C'est pareil pour le Conseil constitutionnel, etc. Conseil constitutionnel, donc par M. Meddelsi. Oui, tout est verrouillé. verrouillé. Et donc Aziz Zalani, ne dites pas qu'il y a des magistrats qui se plaignent. Oui, non, ils se plaignent. Mais ils se plaignent ريح في الشباك مع موس شحا يذبح ويحيي. Comme des ministres, Tout à fait. Moi, je suis des d'accord hauts sur fonctionnaires, l'appareil de etc. l'État, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires de l'État se plaignent de tout ça. Mais comment vont-ils se coaliser pour essayer de faire bouger les choses, ne serait-ce que dans leur espace corporatiste personnel? Ça pose des problèmes aussi. Alors, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous arrivons à la fin de l'émission, mais j'aimerais revenir à notre ami Adel Jabbar. Adel Jabbar, sur ces déclarations de M. Louh qui parle d'indépendance de la justice. Il peut déclarer ce qu'il veut. 95% des Algériens pensent qu'il n'y a pas de justice en Algérie. Il y a un instrument d'oppression qui est entre les mains du pouvoir et du régime illégitime. Puis il en tape comme il veut, sur qui il veut, et au moment où il veut. Moi, je pense qu'on est en train d'accorder trop de sérieux à ces gens-là. L'écouter, pour moi, est une véritable cure d'abrutissement. Parce que ça fait 64 ans qu'ils nous répètent la même chose. Il n'y a pas l'État ne peut pas être vertueux. Vous ne pouvez pas. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas donner à un serial killer de garder une garderie. Ces gens-là ont failli depuis 62. Nous sommes à la veille d'une véritable explosion. Par la faute de qui? Par la faute de ces gens-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a mené le pays vers cette impasse. Aujourd'hui, il continue. On est en train de nous raconter encore des blagues d'un président que nous avions tous vu. Puis il est mort, ce monsieur-là. On lui souhaite une meilleure santé. On souhaite à ces geôliers qui l'ont pris en otage de l'épargner, d'avoir de l'empathie, de la sympathie, de la pitié pour ce monsieur-là. Parce que dans notre culture, le droit d'aînesse est très important. Nous avons un respect tout à fait naturel aux gens qui nous précèdent et aux gens qui sont nos aînés. Mais ce sont ces gens qui sont de sa fratrie, qui sont de sa famille, qui sont en train de le martyriser. On a besoin de nous donner un signe de vie pour dire il est là, il existe. Et on est tombé aujourd'hui dans la science du mystère, les sciences occultes, les miracles. Quand on voit un secrétaire général de FNL nous dire « Vous avez vu, il a bougé la main. C'est Jésus qui a parlé dans le berceau, quoi. » Ils prennent les gens pour qui? Moi, personnellement, j'ai tiré un trait sur ces jeux, je ne les écoute pas du tout, je ne les prends pas au sérieux. Avez-vous entendu quelqu'un d'entre ces gens-là parler de science, parler de connaissances, parler de développement, parler de chômage, parler de santé, parler d'éducation, parler de donner une image d'un pays à la... Je vous assure que vu de l'extérieur, l'Algérie est une véritable psychiatrie. Les gens qui ont été élargis, ce sont 5 malades qui viennent d'échapper à une psychiatrie. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de rationalité dans ce système-là. Merci Adel Jabbar, merci Idir Ounoren, merci Azdine Zalani. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, salama.